Alors, tout d'abord, je vais remercier E5T de m'avoir confié l'animation de cette table ronde. Donc, il s'agit de la réindustrialisation à l'heure de l'IA vers une production décarbonée et durable. Alors, nous avons appris que Frédéric Plourde est bloqué en Suisse, donc il y a un intervenant en moins pour cette table ronde. Et donc, alors, je vais faire une petite introduction très rapide. Donc, le président du MEDEF donc, a tweeté, a posté en lien avec un post de Myriam, et il est confiant donc, pour que 2005 soit en effet une réindustrialisation. Comment peut-on réindustrialiser vite et bien tout en construisant une industrie décarbonée, durable, alignée sur les limites planétaires? Quel rôle peut jouer l'intelligence artificielle dans cette équation, sachant que l'IA est un accélérateur très puissant? Donc, je vous propose qu'on démarre avec Gaël. Alors, on ne va pas suivre tout à fait l'ordre qui est inscrit sur le programme, mais vous allez suivre, je pense, il n'y aura pas de problème. Donc, par Gaël Magda, donc du groupe GROE ou GROE, tout dépend le pays. Voilà. Et donc, le mieux, c'est qu'il se présente et puis donc il va nous parler dans un premier temps. Donc, est-ce que c'est démocratisé dans son entreprise? Comment ça a été accepté? Et en général, l'apport de l'IA. Très bien, bonjour à tous. Merci Jean-Marie. Donc Gaël Magda, donc je suis le directeur général de Groé en France et puis pour la région de l'Europe de l'Ouest, le grand croissant qui rassemble tous ces pays. J'ai également la charge de la stratégie environnementale du groupe. Donc on appartient à un groupe japonais qui s'appelle Lixil depuis 2014. Donc c'est intéressant de pouvoir parler d'IA quand on gère une stratégie environnementale. On verra si ça résonne ou si ça s'oppose éventuellement. Ravi de vous rencontrer. Alors peut-être avant de rentrer sur nos présentations qu'on a pour chacun d'entre nous sur nos entreprises, l'IA, comment on l'a appréhendé? On l'a appréhendé d'abord en se disant que l'IA, c'était pour tous. On peut attendre un peu pour les slides, hein. Je vois que ça défile, mais on a le temps, on va rester, c'est pas le sujet pour le moment. L'IA pour tous, l'IA pour tous, c'est important parce qu'en fait, on a aujourd'hui des collaborateurs, plusieurs milliers un peu partout dans le monde. Il était important pour nous d'avoir un accès à l'IA pour tous les collaborateurs, pour sécuriser et protéger nos données, éviter qu'elles puissent partir à l'extérieur de l'entreprise. Donc ça va de tout ce qu'on peut imaginer avec l'IA, c'est-à-dire que ça va des chats conversationnels à la traduction, la création de photos pour ceux qui en ont besoin. J'en parlais ce matin en préparation, mais on a même créé un générateur de source code pour nos équipes un peu plus techniques, qui permet aussi d'accélérer finalement la façon de créer des programmes et de les mettre en œuvre. Et ça, c'est globalement pour tous les salariés dans l'entreprise. Et puis, ensuite, pour chacune des divisions des départements, on essaye d'avoir une IA qui est appliquée. Une IA qui va vraiment rendre service. Et la question, c'est quel est le cas d'usage dans lequel l'IA va vraiment apporter une différence. Il y en a beaucoup. Voilà, je vais peut-être en prendre un rapidement et puis ça va prendre quelques secondes. On a mis de l'IA dans nos usines. Alors on se dit, tiens, l'usine, elle fabrique, il y a des personnes et des robots. Mais on a mis de l'IA dans les usines, par exemple, pour contrôler les boîtes qui sortent de nos usines et vérifier que ces boîtes étaient complètes quand elles partent de l'usine, éviter qu'il manque un produit, qu'un artisan ne reçoive pas un produit complet. C'est une IA qui va détecter un produit éventuellement ou une pièce manquante, qui va aider le technicien ou la personne qui va mettre ce produit dans la boîte, qui va l'assister et éviter de faire porter le fardeau finalement au technicien d'être à 100% bon. L'IA va l'aider à ne pas se tromper. Ça paraît simple, mais c'est extrêmement complexe, comme vous l'imaginez. On a un grand catalogue produit, plusieurs dizaines de milliers de produits qui sont, ou sous-composants qui sont faits dans ces usines. Donc la modélisation 3D, la reconnaissance font partie de nos enjeux. Voilà rapidement sur Groé. Tout à l'heure, on va venir sur des cas d'usage, mais je vais laisser mes collègues se présenter et puis on rentrera sur un détail un peu plus précis tout à l'heure sur comment l'IA nous a aidés sur un projet précis chez Groé. Merci Gaël. Donc on va rester toujours dans l'industrie, mais cette fois-ci au niveau des cheminées, Poujoula. Voilà, donc passons la parole à Frédéric Coirier. Bien, bonjour à tous. Le groupe Poujoula, peut-être pour le présenter rapidement.
Donc on a 3 métiers principaux. Donc on est second œuvre du bâtiment, comme Grohe, mais sur la partie conduite cheminée. On travaille sur l'industrie, donc notamment la décarbonation de l'industrie dans des grandes installations. Et puis on a une activité de fourniture de combustible. On est énergéticien également, puisque nous sommes leaders en France sur tout ce qui est granulés de bois, bois bûche, etc. Donc on est à la fois équipementier, fournisseur d'énergie. J'en écoutais tout à l'heure la partie académique. On a aussi une grosse activité sur la partie recherche, avec des laboratoires qui sont accrédités COFRAC. On travaille d'ailleurs avec beaucoup d'universités, dont TIPI, qui est un pôle sur la rénovation énergétique à La Rochelle, dont on est membre fondateur. On travaille avec plusieurs universités en France. Et on a un centre de formation. Donc on forme à peu près 2000 professionnels par an à la conception, à l'installation et au bon entretien, parce que c'est souvent un sujet qui est un peu mal fait, des équipements pour garantir la performance énergétique dans la durée. Parce que c'est bien d'avoir des bons équipements, mais il faut aussi qu'ils soient performants dans l'ensemble du cycle. Voilà, et on est présent un peu partout en Europe. Le centre névralgique est à 50 km d'ici, à Niort, donc on est une entreprise relativement régionale. Et donc, en général, l'introduction de l'IA au niveau de l'entreprise Alors, sur l'IA, aujourd'hui, je pense qu'on est un peu moins avancé que Grohe, que j'écoutais tout à l'heure. Nous, on considère que c'est un outil de productivité. Au même titre que la robotisation dans les sites de production ont apporté énormément d'évolution. Je veux dire, un opérateur qui avant faisait des opérations manuelles, aujourd'hui devient pilote et est plus dans la performance, la qualité, l'optimisation des flux, la machine lui permettant de gagner en temps et en productivité. Et c'est vrai que l'IA, sur beaucoup de sujets, nous intéresse. Aujourd'hui, on l'utilise beaucoup dans de l'automatisation de tâches. Je pense notamment à de l'assistance sur des appels d'offres, sur des contrats, sur des documents complexes en fait. C'est vrai que c'est des outils qui permettent d'automatiser la complexité. On y va assez progressivement, parce que un des sujets, d'abord, il faut avoir des datas extrêmement propres. Et nous ne sommes pas encore parfaits là-dessus. Je pense que c'est un des sujets qui... Parce que si vous faites de l'IA comme ça, sans avoir vraiment des bases de données nickel, vous allez avoir des résultats relativement décevants. Ça, c'est le premier sujet. Il y a des sujets, effectivement, de confidentialité qui, aujourd'hui, nous questionnent. On va en reparler. C'est quand même hyper important. On va quand même injecter dans des outils des éléments qui sont stratégiques, parfois. Donc c'est un des sujets sur lesquels nous travaillons pour avancer plus avenant. Et nous sommes en train de réviser au sein de notre groupe l'ensemble de nos ERP, de nos outils de communication. Donc c'est pour ça que, je dirais, sur le sujet de l'utilisation, on est phase à phase, mais en tous les cas, ça vient s'injecter dans beaucoup de métiers. D'accord. Donc on va passer la parole maintenant à Anthony Martinez, donc, qui est plutôt un support aux industriels. Et donc je laisse présenter. Merci Jean-Marie, ravi d'être là parmi vous pour échanger sur ces sujets passionnants. Effectivement, comme l'a dit Jean-Marie, donc nous on est plutôt chez Illico des fournisseurs de solutions pour les industriels. On les aide à produire de manière sûre et propre, en les aidant à gérer de la meilleure manière les contrôles sur toutes les installations dans leurs usines. Donc moi je suis Anthony Martinez, je suis le président de la société. On est parti d'un constat simple, on va fêter donc nos 10 ans. Pardon. Je présente un peu l'entreprise parce qu'on est beaucoup plus petit que les industriels qui sont à côté. On a été créé en 2016, on est 30 collaborateurs répartis à Paris et à Avignon. Pour la moitié des développeurs informatiques, pour l'autre moitié des ingénieurs spécialisés en maîtrise des risques industriels. Et donc on est parti d'un constat simple, c'est que les usines font face à une multitude de réglementations, notamment qui concernent leurs installations, et font, pour gérer ces contrôles-là, appel à de multiples acteurs qui émettent de multiples rapports de contrôle, etc., qui aident à vérifier la conformité de ces installations-là. Et donc, nous, on a pris le parti de simplifier toute cette gestion en apportant à la fois de la technologie et des experts pour des clients comme Nestlé, RTE,
Sanofi, donc dans des secteurs très variés. Et on utilise aujourd'hui donc l'IA à la fois en interne, donc pour des outils assez classiques comme le copilote. On estime qu'il y a plusieurs niveaux. Voilà, le premier niveau, c'est copilote pour permettre de faire de l'assistance à nos équipes. Ensuite, d'optimiser aussi les équipes, donc de regarder de l'automatisation de tâches bien précises. Puis ensuite, on essaye aussi de l'intégrer directement à nos process. Et la dernière étape ultime, c'est d'avoir un système IA qui est complètement intégré, qui nous permet aussi de fournir des solutions à nos clients et qui soit intégré à la fois avec notre système d'information et leur système d'information derrière. Merci Anthony. Alors on va passer la parole à un énergéticien, j'ai du mal. Voilà. Donc Florence Simonet, à toi la parole. Oui, je te remercie Jean-Marie. Donc Florence Simonet, je suis la directrice générale de Vattenfall Éolien. Donc Vattenfall, c'est un groupe suédois. Donc c'est une vieille maison qui a été créée en 1909 et on est détenu à 100% par l'État suédois. On est présent en Europe exclusivement et dans 7 pays et plutôt orienté vers le nord, donc les pays scandinaves. Je représente là la filiale qui gère des parcs éoliens en mer. Et je suis également la directrice des autorisations des parcs éoliens en mer situés en Finlande, en Suède et au UK. En France, on espère peut-être gagner des projets prochainement. Donc voilà pour vous fixer le contexte. On est présent en France depuis 25 ans. Alors c'est une maison qu'on ne connaît pas beaucoup peut-être, mais on est aussi fournisseur d'électricité, à la fois pour des grandes entreprises, mais aussi pour des particuliers depuis 2016. Concernant l'IA, on a une stratégie de déploiement de cette technologie qui a été initiée fin 2023, début 2024, sur 4 axes. Premier axe, c'est la maintenance de nos outils de production. C'est essentiel parce que pour nous, les pannes, c'est catastrophique. En tout cas, on essaye de les réduire. Donc, de faire toujours de la maintenance préventive, c'est essentiel. Et donc, la modélisation et l'utilisation de l'intelligence artificielle qui combine la totalité des datas qui sont collectées avec les capteurs qui sont, notamment sur les parcs éoliens en mer, nos machines sont dotées d'un énorme nombre de capteurs, parce que vous imaginez bien qu'aller se déplacer en mer tous les jours, c'est pas possible. Donc on essaye vraiment de planifier tout ça. Et finalement, l'intelligence artificielle va nous permettre de détecter des pannes avant qu'elles n'arrivent. Donc ça, c'est essentiel. Premier point, maintenance. Production. Alors, bien entendu, nous sommes sur les énergies renouvelables, donc des énergies dites intermittentes. J'aime pas ce terme, mais c'est quand même celui qui est en majorité utilisé. Donc, l'intelligence artificielle va nous permettre de mieux appréhender les conditions météorologiques, de l'adapter à la météo, de l'adapter à la demande et de l'adapter aussi au réseau. Puisque, bien entendu, on a vu ce qui s'est passé aussi en Espagne. Il était important de bien gérer l'injection au niveau du réseau. Troisième axe, c'est l'innovation technologique. Et ça, je donnerai un exemple un petit peu plus concret quand on reviendra sur l'aspect exemple, sur le suivi de nos parcs, notamment les suivis environnementaux. L'outil de l'intelligence artificielle est super intéressante et vraiment donne des perspectives sur la mise en œuvre de mesures de réduction. Et dernier axe, quatrième axe, c'est vraiment vis-à-vis de notre clientèle, avec la mise en place de chatbots ou d'assistance, en fait, pour améliorer finalement cette interface avec nos clients. Et d'une manière générale, donc ça, ce qu'on a initié, c'est-à-dire l'utilisation de cette intelligence artificielle au niveau des outils de manière assez pragmatique, on essaye aussi de le développer, c'est ce que tu indiquais, grâce à l'utilisation d'outils type Copilot, hein, qui est, alors je ne vais pas citer Microsoft, mais c'est quand même un des outils qui est très très performant. Et la première, donc on est 20 000 employés. Hein. Et donc l'objectif, c'était aussi que les salariés s'approprient l'intelligence artificielle et cet outil. Et donc on a mis à disposition, alors le plus important, c'est vraiment de démarrer sur c'est quoi l'outil, et on a fait passer un petit test aux salariés, hein, parce que on parlait de confidentialité, on dirige, on exploite des parcs nucléaires, donc il est essentiel que nos données ne se retrouvent pas dans la nature. Donc la première étape a été vraiment de sensibiliser les employés sur la donnée. Qu'est-ce que la donnée et comment on utilise cette information? Il ne faut pas qu'elle se retrouve n'importe où. Et une fois qu'on a fait ça, tous les salariés donc sont alors c'est bien entendu, c'est du spontané, c'est de la formation, c'est chacun décide de ce qu'il veut faire, mais on offre des formations à différents niveaux, que ce soit pour l'utilisation sur des PowerPoint, du reporting, etc. Donc ça, c'est vraiment l'avenir qu'on voit au sein de notre groupe. Merci
Florence, voilà. Donc, pour terminer ce premier tour, Christophe Châtelain de Siemens, donc fournisseur pour les industriels. Ouais. Bonjour, donc Christophe Châtelain, c'est effectivement Siemens, donc Digital Industrie. On est indirectement probablement présent, sûrement, puisque dans des machines qui sont sur les différents sites industriels. Moi, je représente l'entité donc Service et j'ai pour mission l'accompagnement des utilisateurs des produits Siemens et autres dans la transformation digitale. Et effectivement, quand on parle de transformation digitale, on parle d'IA. C'est une partie. Chez Siemens, on parle de métaverse industriel, on parle d'IA, accompagné évidemment d'automatisation et aussi du jumeau numérique. Et aujourd'hui, la vision de Siemens, c'est véritablement, parce qu'on a un petit côté, quand on parlait tout à l'heure, j'écoutais les autres intervenants, côté un petit peu pompier pyromane, on se dit oui, mais l'IA, la consommation, les data centers. On est convaincu chez Siemens que c'est par l'innovation, et c'est d'ailleurs une société qui a un peu plus jeune que Vattenfall, que 180 ans, mais qui a toujours évolué et travaillé sur l'innovation responsable. Et donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer, on parle beaucoup d'IA actuellement, c'est récent, mais en fait chez Siemens, les premiers travaux datent de 1974. Donc pour dire que c'est un sujet qui est nouveau parce qu'on l'a tous vu exploser avec ChatGPT à titre personnel. C'est ce qui a généré peut-être aussi cet effet buzzword, mais ça fait des années qu'on travaille dessus. Mais là, on va parler d'IA industrielle. C'est aussi un petit peu différent. Et c'est là où, chez Siemens, on a actuellement à peu près 1500 ingénieurs data scientists qui travaillent sur des solutions, déjà déposé plus de 3700 brevets. Et pour donner deux exemples très rapides sur le fait que l'IA va aussi apporter des solutions, on a travaillé avec une société en Estonie, un data center, et au travers de la mise en place de solutions d'IA, on a réussi, en travaillant sur la gestion des puissances de calcul, de la répartition éco, à réduire de 30% la consommation énergétique. Donc ça apporte aussi des solutions. Autre exemple, si on parle un peu transition écologique, sur l'eau. L'eau, tous les ans, on a besoin d'1% de consommation en eau en plus, et on perd 30% d'eau dans les fuites, dans les différents problèmes. On a mis en place, avec une société suédoise, un système basé sur l'IA qui arrive, au travers de la remontée de données de capteurs sur les débitmètres et autres types d'informations, d'identifier jusqu'à des pertes de l'ordre de 1 litre seconde, donc très très faible. Et avec ça, cette société a permis de réduire son taux de perte de 10 à 8%. Alors ça fait que 2%, me direz-vous, mais c'est déjà énorme. Donc voilà, l'IA va apporter des solutions, on le voit plutôt sous cet angle, et c'est ce qui va, à notre sens, apporter, et je citerai peut-être, pour rebondir sur quelques exemples, des modules que Siemens propose pour directement répondre à des problématiques avec l'IA. D'accord. Merci. Donc voilà la première partie pour introduire le sujet, se faire connaître et voir un peu les problématiques. Donc je propose maintenant à une mémoire de moineau, Gaël Magda, donc de rentrer plus dans le détail, donc de nous parler d'un ou deux exemples beaucoup plus concrets. Alors on y va, parfait. Donc, alors Grohe, vous avez compris, on fabrique des solutions pour la salle de bain et la cuisine. Normalement, vous nous utilisez tous les jours, en tout cas je l'espère. Si ce n'est pas le cas, il est encore temps de changer. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? J'ai essayé de prendre un exemple qui est concret, pas forcément industriel, pour qu'on arrive à voir comment l'IA va apporter une solution qui est pratique et qui répond à des enjeux aussi environnementaux. Alors, Grohe, nos piliers, ils sont plutôt simples. On est un groupe industriel, taille moyenne, le Mittelstand allemand, sans faire voilà, vous voyez ce que c'est. On a été racheté par un gros industriel. Et les piliers de la marque, c'est qualité, technologie, durabilité et design. Alors, c'est facile à dire, mais aujourd'hui, toutes les boîtes pourraient avoir les mêmes piliers. Comment est-ce qu'on arrive à dire qu'une entreprise fait de la qualité et a des produits qui durent? Alors bien sûr, la preuve est avec les siècles, on arrive à montrer que nos produits durent plus que les produits concurrents. Normalement, ceux qui les ont utilisés, qui les voient encore 20 ans ou 25 ans après, ils disent tiens, ça a l'air de fonctionner, donc on va racheter la même marque. Mais ce n'est pas toujours simple, quand il y a un problème, de savoir comment on va faire en sorte que ces produits soient aussi réparables dans le temps. Alors la réparabilité, c'est un des enjeux qu'on a eu. Pour vraiment l'imager, nos produits, c'est chaque année un catalogue de 10 000 références. Ce catalogue, il est vendu à des distributeurs qui les vendent ensuite à des artisans et qui les posent chez vous particuliers. Quand vous appelez un artisan pour réparer un produit, il se retrouve face à un produit qui n'a pas de code barre, qui n'a pas de numéro de série. Vous
voyez bien ce que c'est qu'une douche, et il se dit, mais comment je vais identifier quel est le produit qui est dans cette douche pour pouvoir ensuite identifier la pièce qui est à l'intérieur et la remplacer. Malheureusement, ce que beaucoup d'artisans font, c'est qu'ils ne savent pas, donc ils démontent le produit et ils le remplacent. Ils le jettent, hein, très clairement. Ça nous interpelle et on se dit, on ne peut pas avoir une marque qui est quand même garantie 10 ans sur le marché, on est les seuls à faire ça depuis juin cette année, et avoir une marque qui n'est pas plus réparée que ça. Elle est réparable parce que nos produits sont faits pour être réparés, mais pour la complexité que je viens d'évoquer, ça pose un vrai sujet pour les artisans. On a créé en fait une application mobile à destination des pros qui permet, voilà, on la voit à l'écran, c'est parfait, qui permet en fait facilement à un artisan de dire je vais prendre en photo mon produit. On a une intelligence artificielle derrière qu'on a entraînée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune aujourd'hui IA qui, avec de la détection, on pense qu'avec Google ça fonctionne, ça ne marche pas sur nos produits. Les produits sont faits en Chrome, le Chrome c'est un tout petit peu de reflet, le reflet c'est pas très très bon en fait pour identifier un produit. Et puis, des fois on a un produit qui visuellement est le même qu'un autre produit et pour autant la référence qui est derrière est totalement différente. Parce qu'il y a des normes différentes dans les pays européens. Donc cette application permet d'identifier facilement le produit. Ensuite, on pose des questions à l'artisan pour aider finalement dans l'arbre de décision à réduire les réponses et on lui propose une liste de produits. Une fois qu'il a identifié le produit, bien sûr, on clique dessus et on peut commander les pièces détachées. Si vous avancez un tout petit peu dans ces slides, ce que vous voyez, c'est que c'est extrêmement simple pour l'artisan, mais cette intelligence artificielle, on a eu besoin de l'entraîner. On l'a mis en place en mars cette année. Nos équipes techniques monde, l'ensemble des techniciens monde, ont entraîné l'IA pendant plusieurs mois avec des vrais produits. C'est-à-dire qu'on a pris en photo des produits dans des vraies situations, une salle de bain, une cuisine, et ensuite on a matché les références. Parce que même nos modélisations 3D n'étaient pas suffisantes pour avoir un taux de match qui était suffisant. Aujourd'hui, plus de 8 produits sur 10 sont identifiés. Donc ça veut dire que dans 10 interventions d'un artisan, il y en a 8 dans lesquelles il va trouver le produit, il va éviter de commander la mauvaise pièce détachée. Bien sûr, il va pouvoir réparer le produit de façon relativement aisée plutôt que de le démonter et de le jeter. Et ça, on a pris un engagement qui est assez fort. On s'est dit, OK, c'est bien qu'on ait ce type d'application, mais encore faut-il trouver les pièces détachées. Donc on a créé un petit entrepôt de pièces détachées en Belgique, à quelques centaines de kilomètres de tous les départements français, qui stocke aujourd'hui les pièces détachées. Notre engagement, c'est de dire 15 ans après la fin de vie d'un produit, on trouvera toujours la pièce détachée sur 100% des produits du catalogue. Donc on a des grands racks avec toutes ces pièces et on les livre entre 2 à 3 jours un peu partout en Europe. Voilà, c'est un exemple concret qui permet de dire on prolonge la vie des produits. C'est pas du tout anti-commerce, donc parce qu'évidemment en faisant ça, on va encourager les gens à venir vers notre marque plutôt que d'aller vers une marque qui n'est pas durable ou réparable. On réduit énormément les déchets, puisque vous l'imaginez, mais au lieu de remplacer, on répare. Et on a une intelligence artificielle qui est devenue le compagnon des équipes. Souvent, on pense à intelligence artificielle, on oppose ça à l'humain. Aujourd'hui, cette IA, il faut imaginer nos techniciens un peu partout dans le monde, ils sont ravis d'avoir une IA qui les aide, parce qu'un technicien qui a 2 ans d'expérience, il ne connaît pas le catalogue par cœur. Grâce à ça, on arrive finalement à les augmenter, à les aider, et à avoir des techniciens qui sont plus performants et un meilleur service client. Voilà, je voulais prendre cet exemple-là parce que je pense qu'il est parlant d'une IA qui vraiment nous apporte une solution qui est concrète et qui finalement est grosso modo à la portée de tous. Et souvent, on voit ça comme complexe, et ça l'est dans certains domaines techniques. Mais là, c'est un projet qui a mis moins de 6 mois chez nous. Donc pour un industriel, moins de 6 mois, c'est court. Et qu'on a réussi à déployer à un niveau européen à l'issue de ces 6 mois, donc post-projet. Voilà pour l'exemple que je voulais vous prendre, qui j'espère vous incitera à préférer une marque comme la nôtre aux produits pas chers et pas réparables. Voilà, j'en ai terminé. Merci Gaël. Donc on va enchaîner avec Frédéric Coirier au niveau de Poujoula. Alors, écoutez, nous on a une démarche qui est... on essaie d'avoir une cohérence très claire entre ce que nous annonçons à nos clients et ce que nous réalisons. Donc effectivement, comme Grohe, on a des produits qui sont garantis 10 ans, alors depuis très très longtemps. Le principe, en tout cas, c'est qu'à chaque fois qu'on lance un produit, on essaie qu'il soit plus performant, plus efficient. Enfin, on va vers l'efficacité énergétique.
on développe des produits qui permettent l'implantation des énergies renouvelables et des dernières technologies dans les bâtiments, y compris dans la rénovation. Donc on s'est dit, il y a une quinzaine d'années, qu'il fallait s'appliquer à soi-même, et clairement ce que nous conseillons au marché pour avoir une parfaite cohérence. Donc on a mis en place un certain nombre, d'abord on a fait ce qu'on disait tout à l'heure, un bilan carbone, donc ça fait presque une vingtaine d'années, un diagnostic de performance énergétique, et là on a travaillé avec des équipementiers, avec des spécialistes de l'efficacité énergétique, Hervé Thermique par exemple, que vous connaissez, qui sont certainement des clients, pour cartographier finalement et voir là où on pouvait travailler pour décarboner au maximum nos process. Il y a une quinzaine d'années, on était efficient, mais on faisait très peu de renouvelables. Aujourd'hui, on est à plus de 50%. C'est-à-dire que notre production est déjà à plus de 50% décarbonée, ce qui est un taux très élevé. On n'est pas du tout à ces niveaux-là en moyenne sur l'industrie. Et en fait, on a travaillé avec des outils d'intelligence artificielle d'une certaine façon, puisqu'on a mis en place des gestions centralisées, des GTB, des GTC, pour avoir une vision globale et détaillée de toutes nos consommations. Bon, ça implique de mettre beaucoup de capteurs, de mettre beaucoup de compteurs, de mettre... Voilà. À partir de tout l'ensemble de ces données, on a été capable de phaser un certain nombre d'actions. Donc, comme beaucoup de gens, on a commencé par l'éclairage, parce que ça, c'est assez facile. Ensuite, on a mis en face de ça des productions d'énergie renouvelable. Donc, on a divisé par 4 notre consommation d'énergie liée à l'éclairage. Et en mettant du photovoltaïque en face, on a effacé complètement. On est passé de 100 à 0, par exemple, très rapidement. Ensuite, on a travaillé sur les process, sur les arrêts machines, sur les asservissements. Et grâce à l'analyse, à des outils finalement d'intelligence artificielle, eh bien, en quelques années, et avec des investissements significatifs, là, on a aussi mis en place des chaufferies biomasse pour permettre à l'ensemble de nos process et de nos bâtiments d'être chauffés. Et bien, encore une fois, on a réussi à diminuer considérablement nos consommations, parce qu'on ne fera pas la décarbonation uniquement par le verdissement. Il faut le faire aussi par l'efficacité énergétique. Les deux chemins se combinent. Et grâce à ces deux actions combinées, finalement, en une petite quinzaine d'années, on a réussi à passer de 0 à plus de 50% d'énergie décarbonée sur l'ensemble de notre production. Donc, comme quoi c'est possible en utilisant les bons outils. Évidemment, pour gérer toute cette complexité, l'intelligence artificielle apporte une productivité qui est quasiment impossible à faire humainement. Donc, effectivement, en instrumentalisant, en ayant une bonne qualité de données et avec des outils disponibles dès aujourd'hui, on peut faire vraiment des transformations. Au niveau des collaborateurs, ça a été... évidemment, ils sont partie prenante, puisque c'est eux qui font vivre le système. Nous, on va impulser, en tant que dirigeant, on va donner la voie, on va permettre par les investissements, mais c'est les équipes au quotidien, dans leur appropriation de l'outil, qui vont faire la performance et permettre d'obtenir le résultat. Très bien. Donc, merci pour ce témoignage. Donc, Anthony, peut-être un exemple pour un client. Oui, je peux rebondir sur le sujet. Effectivement, on voit par rapport aux différents témoignages, aux différents retours d'expérience que l'IA a différents cas d'usage. Je pense que ça, c'est important de l'avoir en tête. Il ne faut pas faire juste de l'IA pour de l'IA, parce que c'est un buzzword. Il faut partir de vraies problématiques terrain, de vrais cas concrets pour pouvoir envisager d'avoir des résultats. Ensuite, ce qui est important, et je rebondis vraiment là-dessus, c'est la fiabilité des données que l'on va utiliser pour tous ces outils d'IA derrière, pour que ça puisse effectivement délivrer. Nous, on a également chez Illico des cas concrets, un des cas les plus simples à expliquer, mais finalement complexe à gérer, c'est qu'on va gérer une multitude de contrôles chez nos différents clients. Ces contrôles sont réalisés par des inspecteurs. Ces inspecteurs émettent des rapports de contrôle, un petit peu comme quand on va amener son véhicule au contrôle technique. On a un rapport de contrôle technique, donc soit le véhicule est apte à rouler en toute sécurité sur la route et il n'y a pas de non-conformité. S'il y a une non-conformité, il faut amener son véhicule au garage. Donc quand on gère un véhicule, c'est facile. Quand on gère une flotte de 10 000 véhicules, c'est plus compliqué. Et quand en plus on gère tout un tas d'actifs industriels au sein d'une usine, parfois même sur du multisite, ça devient tout de suite une usine à gaz. Et donc
au sein des usines, les responsables techniques, les responsables maintenance, les responsables sécurité passaient vraiment énormément de leur temps à traiter de l'administratif, à lire ces rapports de contrôle, savoir si leurs installations avaient bien été contrôlées au bon moment. Est-ce qu'il y a des non-conformités à l'intérieur de ces rapports-là? S'il y a des non-conformités, comment on envoie les actions à faire auprès des équipes maintenance sur le terrain et comment on vérifie que l'action a bien été effectuée pour assurer la sécurité dans son usine. Tout ça, nous, on a essayé de l'automatiser, justement, de bout en bout, avec une fonctionnalité qui s'appelle Rapport Express, et on traite des volumes énormes de rapports de contrôle. Et donc, on va venir lire les rapports de contrôle de manière automatisée pour voir si les installations ont bien été contrôlées, mettre à jour les bases de données en temps réel pour nos clients, et puis s'il y a des non-conformités, on va les remonter dans un plan d'action pour que les équipes puissent intervenir simplement sur le terrain. Donc voilà, là c'est un cas d'usage assez simple. Dans la pratique et dans le process, c'est extrêmement complexe à gérer, mais on va tout simplement lire une multitude de rapports et extraire la donnée pour mettre à jour les bases de données en temps réel. Et donc on va permettre finalement aux industriels d'avoir une vraie vision globale de la conformité de leurs usines partout où elles sont. Et donc vous hébergez les bases de données de vos clients ou c'est chez les clients Alors nous, c'est un software as a service, donc on utilise du cloud. Évidemment, les enjeux de cybersécurité, souveraineté sont très importants. On utilise des providers français comme OVH, Scaleway sur nos infrastructures. D'accord. Merci. Donc Florence, voilà un petit cas concret. Alors, un petit cas très concret sur un parc en exploitation qu'on a au large des Pays-Bas. Donc c'est le projet qui s'appelle Holland the Kust Sud. Il est doté ou équipé de 139 machines. Et sur ce parc, on a une mesure liée aux conditions d'exploitation qui est l'arrêt complet des machines lorsqu'il y a des migrations d'oiseaux et de chauves-souris. Donc ça, pour vous donner une indication, ça représente à peu près 10 000 heures d'exploitation supprimées. C'est une estimation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA? Alors on avait testé sur un de nos parcs au large d'Aberdeen des caméras vidéo qui permettaient, avec un apprentissage de l'IA, finalement de bien identifier les oiseaux. Mais là, on parle aussi de chauves-souris. Chauves-souris, difficile avec de la vidéo. Donc là, ce qu'on a fait, on a monté un programme de recherche et on a équipé une des 139 éoliennes de caméras thermiques afin de pouvoir enregistrer finalement la réalité de ces migrations d'oiseaux de nuit et de chauves-souris. Et on utilise finalement l'intelligence artificielle pour vraiment voir s'il y a ou pas des espèces qui sont en migration. Et l'objet, ce n'est pas de faire moins, c'est de faire une mesure qui est efficace. Parce qu'on produit de l'électricité renouvelable, qui est là pour remplacer l'énergie fossile. Donc il y a un véritable enjeu pour nous de produire de l'électricité quand c'est vraiment utile et de couper lorsqu'effectivement il y a un enjeu pour ces populations d'oiseaux et de chauves-souris. Donc l'objet vraiment de l'intelligence artificielle, c'est aider par de l'humain, c'est d'appréhender en fait et de comprendre ce qui se passe. Et là on le fait à l'échelle de la turbine. Peut-être qu'on pourra donc dans l'absolu arrêter l'intégralité de ces bridages, ou alors de cibler, puisque 139 machines, c'est quand même quelques kilomètres carrés, et donc peut-être cibler certains espaces quand cela est vraiment nécessaire. Donc l'objet de cet outil d'intelligence artificielle est vraiment essentiel pour nous dans cet accompagnement des mesures de réduction afin de finalement vivre dans cette durabilité, soutenabilité de nos infrastructures. D'accord, merci Florence. Donc on va finir par Christophe Châtelain. Merci. Je suis le dernier, donc je vais pouvoir rebondir sur plein d'informations qui ont été données. Donc comme je le disais, l'IA chez Siemens, ce n'est pas une question, c'est un avenir, c'est clair. Par contre, quand on parle d'IA, et je citerai 2 exemples après, on en parlait tout à l'heure, il faut prendre plusieurs points en considération. La data, la donnée de base, la qualité de la donnée. On est amené souvent à intervenir chez les industriels, comme c'est vrai qu'un effet buzzword un petit peu avec l'IA, en disant « Ah, je vais mettre de l'IA pour gagner X%. » Je pense qu'il faut raison garder.
il faut déjà faire un bilan, un constat. Donc, ce que nous, on propose, et on a la chance chez Siemens d'avoir nos propres usines, donc on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Et donc, on a pu appliquer à nos propres usines cette méthodologie. On va déjà regarder et faire une sorte de maturité de l'état de la situation, de l'état de l'art de l'unité de production, et pour voir si on a les bonnes datas, la bonne qualité, la bonne accessibilité, avec la bonne sécurité. Donc, il y a déjà ce travail à faire. Ça, c'est important. Et comme je le disais, Siemens, un acteur important, on a à peu près un tiers des usines dans le monde équipées ou de moyens avec des automates Siemens ou d'autres systèmes Siemens. On a cette connaissance du terrain, on sait comment aller chercher la data, donc ça c'est important, c'est vraiment une donnée importante pour l'IA. Ensuite, il y a toute la partie accompagnement des équipes. Il faut s'assurer, effectivement, on parle là d'industrie 4.0, on parle de 5.0 avec l'humain au cœur. Il ne faut pas se tromper, quand on parle d'IA industrielle, il y a aussi un besoin de compétences. Et la compétence, avec toute la puissance de l'IA, ça reste quand même au niveau des hommes de pouvoir corréler les données avec une information de terrain, une capitalisation. Et ça, on a des outils qui permettent justement d'aller capter et la data et la compétence. Je vais citer un outil, par exemple, sur la partie maintenance prévisionnelle qui s'appelle Sensei, qui a été pensé et développé pour faire de la maintenance non plus préventive, mais prédictive, je n'aime pas trop le terme, je crois que ce n'est pas tout à fait le terme, mais même aller jusqu'à de la maintenance prescriptive. C'est-à-dire que c'est un outil qui va amener de l'IA au cœur des machines pour capter de la donnée, les données vibratoires, température, tout ce que l'on veut, mais qui va aussi corréler ça au contexte, c'est-à-dire quelle est la production en cours. Parce qu'une même machine, si je produis avec... si on parle par exemple d'un industriel dans le pneumatique, je produis avec un certain caoutchouc, un autre fournisseur n'aura pas la même consistance de caoutchouc, donc l'impact sur les moteurs sera différent. Il faut pouvoir le contextualiser et le lier aussi à l'opérateur qui est en train d'intervenir. Donc avec cette IA qui a été développée, on a réussi à réduire et à améliorer évidemment la disponibilité des machines en réduisant le taux de panne, mais en faisant ça, on permet aussi, et ça c'est important, de faire la juste maintenance à temps. Plutôt que d'aller changer tous les 6 mois des courroies de l'huile ou autre, eh bien on va le faire à juste temps et ça permet de gagner. Et donc là, on va gagner en termes économiques et écologiques, de ne pas avoir du consommable à trop vite, à trop grande échelle. Un autre exemple, j'entendais parler, là, le magnifique exemple là, sur la partie caméra, que ce soit avec Vattenfall ou avec Grohe. On a développé une IA qui s'appelle Inspecto, qui permet justement sur la base de contrôle caméra, c'est un des grands modèles au niveau de l'IA, mais qui est autoporté, c'est-à-dire en edge. On va permettre à des clients, des industriels, de pouvoir intégrer facilement ces données sans avoir à faire un énorme développement. Donc Siemens propose plusieurs solutions, soit des solutions où on apporte une compétence pour développer un IA spécifique, où c'est l'industriel qui le développe et on va apporter l'infrastructure. On a au niveau de nos automates développé des solutions de NPU, Neuro Processal Unit, qui permettent de faire de l'IA au plus proche du terrain. Donc pour limiter la latence et permettre aussi de travailler sur du modèle de machine learning qui sera déposé directement au cœur des usines. Et là, on s'affranchit de la problématique de transfert de la data. Ça permet de travailler au plus proche. Et avec cette solution Inspecto, on a pas mal d'exemples. J'ai un exemple en tête où sur une unité de production de frein carbone, on a pu réduire le taux de contrôle de 80% et le taux de déchets de 4%. Donc ça, c'est un exemple. Et ça apporte aux opérateurs qui, eux, faisaient le contrôle avant visuel, un vrai confort. C'est moins de charge mentale. C'est un peu ce qui était cité tout à l'heure. C'est vraiment un confort en plus. Donc... Et ça, ce ne sont que deux exemples. On a des solutions, qu'elles soient Siemens ou tierces. D'ailleurs, il y en a pléthore. Je pense qu'il faut vraiment être acteur aujourd'hui. C'est peut-être la démarche du petit pas. Il ne faut pas espérer que l'IA va tout révolutionner du jour au lendemain. Il faut aussi faire de l'expérience, avoir une feuille de route. Et c'est au travers de cette feuille de route qui pourra évoluer dans le temps. La technologie va tellement vite. On parle aujourd'hui, on a pu voir en 3-4 ans comment ça a été une révolution. Qui peut se permettre de dire « je sais exactement dans 10 ans où nous serons en technologie ?» Personne. Donc il faut aussi être agile, flexible, savoir investir, quitte à réaligner cet investissement en fonction des évolutions. Et ça, c'est ce que l'on fait nous au quotidien, au sein même de notre usine. Et un exemple assez frappant pour moi, c'est l'usine d'Agno. Donc c'est l'usine où on fabrique l'ensemble de la débimétrie, toute l'instrumentation. On a chez Siemens un projet qui s'appelle Degree, donc d'être net carbone sur le scope 1 et 2 en 2030, et puis sur le scope 3 en 2050. Sur le site d'Agno, on est en avance, on a effacé 95% de la consommation de la partie carbone.
au travers de multiples actions, du travail de jumeaux numériques sur les énergies avec de l'IA, évidemment la mise en place de solutions décarbonées de production d'énergie, biomasse et solaire. Mais en tout cas, voilà, l'IA est une solution, ça fait partie d'une brique technologique et on est vraiment convaincu que ça va nous permettre à tous de franchir un cap pour aller dans quelque chose de durable et productif. Voilà. Très bien, Christophe, merci. Donc, je crois qu'on arrive à la fin de cette table ronde. Pour moi, ça a été un plaisir d'animer cette table ronde. Et puis, je pense que nous pouvons remercier tous les intervenants par leur éclairage sur ces IA. Alors, on sent bien le côté sécurité. Ça a été cité plusieurs fois. Bon, il y a eu des petites anecdotes. L'employé qui se sert par exemple, ChatGPT pour faire de la traduction de documents. Seulement, les infos se retrouvent sur Internet. Et donc, ne serait-ce que de la traduction, ce sont quand même des informations confidentielles. Donc, ça peut être très, très problématique. Donc, voilà. Je vous remercie. Et puis, vous pouvez rentrer en lien avec les intervenants. Je pense qu'il y a des choses très, très intéressantes à creuser. Merci. Denis.